Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous trouvera sain et sauf. Je m'appelle Guenouille Park, je suis juriste, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis et j'accompagne les expatriés dans leur installation aux Émirats Arabes Unis. Je pense que vous n'avez pas pu échapper tout simplement les nouvelles au sujet des tensions dans le Moyen-Orient, au sujet de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, et bien évidemment les Émirats Arabes Unis. Alors je considère pas à ce jour qu'ils sont en guerre puisqu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre, mais nous sommes un collatéral de cette guerre qui a été déclarée désormais depuis à peu près un peu plus d'une semaine. Alors les informations que je vais vous donner là, ce sont les informations qui ont vocation à répondre aux questions que j'ai reçues de la manière la plus transparente, la plus honnête possible, mais évidemment c'est attaché au contexte actuel au moment où je fais la vidéo. Il peut y avoir des choses qui vont changer au moment où vous regarderez cette vidéo, tout simplement parce que les choses évoluent vite. Je vous invite à partager en commentaire votre avis avec vos sources. L'idée étant que, de la même manière, j'essaye de m'informer sur le maximum de canaux d'information possibles, mais bien évidemment, les médias défendent toujours une position A ou B, et donc l'idée c'est de donner quelque chose de plus neutre possible et de plus concret vis-à-vis de ce que vivent les résidents aux Émirats. Voilà, maintenant l'introduction est terminée, le disclaimer est fait. Que s'est-il passé aux Émirats Arabes Unis il y a un peu plus d'une semaine? Les États-Unis, avec l'Israël, ont décidé d'attaquer l'Iran pour une guerre qui ne devait durer que 3-4 jours et pour laquelle les pays du Middle East, a priori, n'ont pas été prévenus, n'ont pas été conviés à décider de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je parlais en introduction du fait que nous sommes un collatéral dans cette guerre et pas un pays en guerre. Donc, ils ont attaqué le pays dans l'objectif de tuer le chef suprême et de permettre au peuple iranien de se soulever contre le gouvernement pour reprendre le pouvoir et mettre quelqu'un d'autre à la place de ce chef suprême. Alors, ça n'a pas été si facile parce que tout simplement, je ne vais pas parler de politique, c'est pas mon sujet, je ne suis pas non plus une influenceuse actualité, donc ni politique ni actualité, mais ça n'a pas été selon les plans, d'après ce que j'ai compris. Alors tout simplement parce que l'Iran n'est pas attaché à une seule personnalité, c'est un État qui est théocratique, c'est un État qui est oligarchique et où les différentes parties du pouvoir se distribuent finalement des responsabilités et sont capables de continuer à faire vivre le pays, même si la tête principale, le chef suprême, a été tué lors de la première attaque. Donc c'est ce que disent les médias tout simplement, c'est une hydre à plusieurs têtes et donc la stratégie de faire une guerre rapide finalement n'est plus d'actualité et on part sur quelque chose d'un petit peu plus long dans le temps. Évidemment le premier jour, c'était le week-end dernier, c'était très impressionnant pour ma part, hein. J'ai d'abord reçu des messages me demandant si tout allait bien et finalement j'ai dit oui tout va bien et puis finalement au fur et à mesure des heures de la journée, on a commencé à recevoir des alertes sur le téléphone, à entendre des explosions dans le ciel. C'était pas des bombardements incessants, ça a été un boom par-ci, un boom par-là, qui se sont étalés sur plusieurs heures et puis finalement on recommençait à regarder tous les médias, à se rendre compte que une guerre était en cours, qu'on était du coup de manière involontaire complètement dedans et finalement ça a été aussi un peu la crise de panique sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes à juste titre, hein, parce qu'on a tous le droit d'avoir peur et on a tous le droit de s'inquiéter, ont commencé à poster des vidéos très alarmistes, ont posté finalement leur inquiétude sur les réseaux sociaux, ce qui est totalement on va dire acceptable hein, dans ce genre de situation. De toute manière, avant que ça nous tombe dessus, ce type de situation, on n'est jamais préparé et on ne sait jamais comment on va réagir. Suite à ce week-end, les choses se sont quand même apaisées du côté des Émirats Arabes Unis, pas vraiment du côté des autres pays du Middle East, je pense notamment au Bahreïn, que les médias européens couvrent assez peu
et où la situation est beaucoup plus critique qu'aux Émirats arabes unis. Et il y a des pays aussi qui ont moins subi tout ça. Par exemple, Oman, il y a eu une explosion au port d'Oman, mais finalement, le pays qui a toujours été assez neutre vis-à-vis de son implication avec les États-Unis n'a pas subi de dommages particuliers. C'est pour ça qu'un certain nombre de personnes sont parties par Oman. Et donc ça, c'est aussi un sujet que j'aborderai dans la vidéo. Au cours de la semaine, le discours sur les réseaux sociaux et dans les médias s'est peu à peu calmé, on va dire. Les discours alarmistes, je veux dire, parce que finalement, soit on avait une alerte le matin, soit on avait une alerte le soir, soit en pleine nuit, mais le reste de la journée était relativement normal. Les centres commerciaux étaient encore ouverts, les restaurants sont ouverts. Même si j'encourage pas de mettre à risque les livreurs, les livraisons étaient encore disponibles. Les gens ont pu aller faire leurs courses au supermarché. Parfois, on fait des réserves colossales, mais bon, ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on voit les images sur les réseaux sociaux de personnes qui font des réserves colossales de nourriture, c'est on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre, parce que tout comme on ne savait pas qu'elle allait être déclenchée. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que parmi les habitants des Émirats arabes unis, il y a un certain nombre d'immigrés qui viennent par exemple d'Ukraine, du Liban, qui viennent d'autres pays qui ont été en conflit précédemment et qui ont déjà vécu ce type de début de guerre et qui finalement ont déjà été confrontés à bien pire que ce qu'on vit actuellement et qui peuvent avoir des réflexes de survie qui sont bien plus importants et peut-être à raison que des personnes qui n'ont jamais vécu ça. Donc ça, c'est la première chose. Quand je dis des alertes, qu'est-ce que je veux dire par alerte? Ça ne veut pas dire que des sirènes s'activent dans tout le territoire. C'est tout simplement une alerte sur le téléphone, ce qu'on appelle une alerte satellitaire. Et donc, c'est un message qu'on reçoit sur nos téléphones. Le téléphone va vibrer et va sonner très fortement pendant cette alerte et où va s'afficher des consignes de sécurité. Donc, je pense qu'on a assez parlé finalement du conflit dans l'idée où je ne suis pas une spécialiste ni de géopolitique, ni un reporter d'actualité. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, il y a un certain nombre de médias qui en parlent quand même très bien et de youtubeurs qui en parlent très bien. Donc je reviens sur le sujet des alertes. Que faut-il faire lorsqu'on reçoit une alerte aux Émirats arabes unis ? Lorsqu'on reçoit une alerte sur le téléphone, donc une alerte satellitaire, c'est que le téléphone va vibrer, va sonner lourdement avec les consignes de sécurité à suivre. Les Émirats arabes unis s'efforcent d'envoyer l'alerte en arabe et en anglais pour qu'elle puisse être comprise par le plus grand nombre. Eh bien, tout simplement, le téléphone ne va pas cesser de vibrer et de sonner jusqu'à ce qu'on clique sur OK pour être sûr qu'on ait vu le message. Si nous sommes déjà en intérieur, l'idée, c'est d'aller se protéger à l'intérieur des bâtiments qui sont solides. On notera que pour le moment, il n'y a pas eu d'effondrement de bâtiments comme on a pu voir des vidéos générées par l'intelligence artificielle dans les premiers jours du conflit. Donc, on va recevoir cette alerte et l'idée, c'est d'être à l'intérieur, d'être le plus loin possible des fenêtres et idéalement de fermer les rideaux et d'attendre que les choses se passent. Ne pas s'approcher des fenêtres pour regarder ce qui s'y passe, tout simplement parce que il peut toujours y avoir un risque d'explosion. Fermer les rideaux, ça permet, si les fenêtres ont explosé, de ne pas recevoir ou de recevoir le moins de débris de verre possible. Et ensuite, quelques conseils que j'ai pu glaner sur les réseaux sociaux de personnes qui ont déjà vécu ce genre de situation. Si vous avez du scotch, faites une croix avec le scotch sur les fenêtres pour augmenter la surface d'exposition et diminuer le risque d'explosion. Et deuxième chose, si vous avez la possibilité de mettre un tout petit peu de jeu sur la fermeture de la fenêtre, ça vous permettra aussi à la fenêtre de vibrer plutôt que d'exploser. Donc je vous laisse avec ces petits conseils, mais qui sont à prendre avec des pincettes. C'est des conseils que j'ai eus de personnes qui me semblaient bien informées sur le sujet. Ça, ce sont les conseils si on est en intérieur. Si on est à l'extérieur, l'idée, c'est de se réfugier le plus rapidement possible, mais de la manière la plus sûre possible, dans le shelter, dans l'abri le plus proche de soi. Donc c'est pas l'idée, c'est de ne pas continuer à rouler. Pourquoi ce type de préconisation ? Tout simplement parce que les Émirats arabes unis ont été visés dans cette première semaine par un peu plus de 1200 drones et un peu plus de 200 missiles. Pourquoi des attaques aux drones et des attaques aux missiles ? Tout simplement, l'Iran a toujours dit depuis le départ qu'ils ne visaient ni les bâtiments civils ni les civils et ont concentré leurs missiles
vers les bases américaines et les points stratégiques américains présents dans les différents pays du Middle East. L'Iran se considère en guerre contre les États-Unis. C'est aussi pour ça que je parle toujours du fait que nous sommes les collatéraux d'une guerre qu'on n'a pas choisie. Ce ne sont pas des missiles qui ont vocation à aller s'écraser dans des buildings résidentiels. Ce ne sont pas des missiles qui ont vocation à s'écraser dans des hôtels ou des zones touristiques. L'idée, c'est d'attaquer les intérêts américains sur le sol du Moyen-Orient. Pourquoi les drones et pourquoi autant de drones? Tout simplement, les drones sont beaucoup moins chers. On parle de 10 à 20 000 dollars pour un drone contre plusieurs millions de dollars pour un missile. Et donc, l'idée, c'est d'envoyer un maximum de drones, pour déstabiliser, pour faire peur. Pourquoi, malgré le fait que tout le Moyen-Orient, on laisse Oman un peu de côté, est touché, pourquoi on parle autant des Émirats arabes unis? Tout simplement parce que c'est un pays qui accueille à 90% des expats et qui réunit un maximum de pays dans le monde. Et donc, si on veut faire peur à un maximum de populations et toucher un maximum de pays, en tout cas les faire se questionner à propos de leurs ressortissants et les faire se questionner sur peut-être la légitimité ou l'intérêt pour cette guerre de perdurer, il fallait peut-être que l'Iran aille vers un pays où justement un maximum de nationalités sont réunies. C'est aussi un élément pour lequel on parle autant des Émirats arabes unis dans cette guerre. Deuxième élément aussi, c'est parce que les médias, et je pense que si vous suivez ma chaîne et que vous vous intéressez aux Émirats depuis longtemps, les médias ont une appétence forte pour parler des Émirats arabes unis, surtout quand c'est de manière négative. Et donc je voulais en venir à un point important, le traitement des médias vis-à-vis des Émirats arabes unis. Alors comme j'aime à le répéter, j'ai accompagné un peu plus de 3600 personnes à s'installer aux Émirats arabes unis. 3600 personnes, principalement des entrepreneurs, mais pas principalement des influenceurs. Pour un influenceur, qu'il soit un mini, micro ou un gros influenceur qui peut compter plusieurs milliers voire millions d'abonnés, j'ai accompagné en face peut-être plus d'une centaine d'entrepreneurs ou de familles normales. Les Émirats arabes unis ne sont pas uniquement peuplés d'influenceurs. Les Émirats arabes unis ne sont pas uniquement peuplés de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Alors oui, maintenant tout le monde a accès aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., etc. Mais beaucoup de personnes n'utilisent pas ces canaux de communication pour diffuser de l'information, ils les utilisent à titre personnel, comme vous pouvez le faire entre vous, vos amis et votre famille. Et parmi ces personnes-là, un grand nombre, ce sont simplement des gens qui ont cherché à avoir une vie meilleure, pas nécessairement pour les impôts, pas nécessairement pour les taxes. Parfois, ce qu'on est venu chercher ici, c'est la sécurité. Ce qu'on est venu chercher ici, c'est la tranquillité d'esprit. C'est parfois une meilleure éducation pour les enfants. Un pays qui est peut-être plus riche d'un point de vue culturel, peut-être plus riche d'un point de vue melting pot, d'un point de vue linguistique. On est peut-être venu chercher un autre avenir. Et donc les Émirats arabes unis, ce n'est pas qu'un pays qui a accueilli une centaine d'influenceurs qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, qui communiquent en permanence sur tout ce qui leur passe par la tête. C'est aussi des entrepreneurs et des familles. Et ça, je voulais le dire parce que forcément, je suis en relation directe avec mes clients. Ils ont tous mon numéro WhatsApp, et donc on communique. Et il y en a beaucoup qui s'agacent du fait qu'ils soient mis dans le même panier de ceux pour lesquels on a décidé que c'était légitime de se moquer. On peut avoir un avis, qu'il soit politique ou non. On peut avoir un avis, fiscal ou non, sur la situation. On peut avoir un avis sur le pourquoi les gens se sont expatriés. On peut aussi avoir un avis sur le fait de trouver une guerre légitime ou non. Mais ça reste triste, et ça reste triste pour tout le monde, qu'on puisse se réjouir publiquement peut-être de la situation peut-être moins favorable de quelqu'un. Tout simplement parce que si vous nous posiez la question aux résidents et aux touristes qui sont venus aux Émirats, si vous nous aviez posé la question il y a 2 semaines de la vie aux Émirats arabes unis, je suis sûre qu'on vous aurait dit venez voir, c'est un beau pays, c'est un pays qui est sûr, c'est un pays qui est agréable à vivre. Et certainement qu'on ne vous aurait pas vendu le pays en disant venez pour ne pas payer d'impôts. Je rappelle quand même qu'il y a un impôt sur les sociétés aux Émirats arabes unis maintenant, parce que j'ai vu aussi dans les médias beaucoup parler de ce pays sans impôts, mais c'est pas tout à fait le cas, parce que toute personne qui vit aux Émirats sait que oui, on ne paye pas d'impôts auprès de la France, mais on paye des licences d'entreprise, on paye des visas résidents tous les 2 ans, ou tous les 10 ans, tous les 5 ans, en fonction de la situation. On paye des impôts sur les sociétés. On paye de la TVA lorsqu'on consomme.
on paye l'école des enfants, on paye sa santé, on paye beaucoup, beaucoup de choses. Et non, nous ne sommes pas un groupe d'influenceurs qui, au moindre bobo, va aller se faire soigner en France. C'est pas du tout, du tout la réalité, en tout cas de ce que je ressens. Si vous avez envie de vous déchaîner dans les commentaires pour donner votre point de vue, j'ai aucun mal à ce sujet-là. Je ne suis pas une personne qui s'oppose à des avis positifs ou négatifs, mais j'aimerais bien quand même rappeler que vis-à-vis de personnes, peut-être, alors je pense surtout aux familles, mais il y a des personnes qui ont fait venir leurs parents ici pour le mois du Ramadan, des personnes parfois qui sont âgées. Il y a des personnes qui viennent d'avoir des bébés parmi mes clients, qui accueillent du coup leurs enfants dans des situations qui peuvent inquiéter. Il y a des personnes qui ont des jeunes enfants ou des moins jeunes enfants à qui il faut qu'ils expliquent pourquoi il y a des alertes sur le téléphone avec des sonneries qui sont très impressionnantes, pourquoi il y a des booms, pourquoi il y a pas école en ce moment. Et donc tout ça, c'est important de se mettre à leur place et de se dire qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mais sinon, il y a 2 semaines, vous auriez demandé à n'importe quel résident ou touriste, personne ne savait que ça allait nous tomber dessus. Et comme on ne sait pas ce que peut nous réserver la vie, c'est bien peut-être, alors je ne suis pas une personne de leçon, mais de faire preuve d'empathie sur cet aspect-là et peut-être de moins se réjouir du malheur ou de l'inquiétude ou de la peur des autres. Donc voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, je voudrais aborder un autre sujet. Qu'est-ce qui a été mis en place par les Émirats arabes unis face à ce conflit, face à cette tension? Il faut savoir que les Émirats arabes unis ont pris une position pour le moment qui est très stricte. C'est le fait de ne faire que de se défendre. Ils ont décidé qu'ils ne riposteraient pas aux attaques de l'Iran et je pense que c'est une décision qui a l'air sage et qui a l'air de porter ses fruits pour le moment. Tout simplement, l'idée étant, on se laisse, oui, attaquer, on reçoit des attaques aériennes, néanmoins, on envoie des missiles d'interception, on intercepte le maximum de missiles et de drones, et pour le moment c'est très efficace, parce qu'ils ont intercepté plus de 90% des attaques qui ont été menées sur le territoire, ce qui est énorme, parce qu'il faut se dire que ce sont des humains qui envoient les missiles d'interception, que ce sont des missiles d'interception qui coûtent très cher, que les Émirats arabes unis ne lésignent pas sur les moyens pour assurer la sécurité. Et je pense que toutes les personnes qui mettent à mal l'idée que le pays est un pays sûr, la seule chose que j'ai à répondre sur ce sujet, c'est facile de dire qu'on est un pays sûr et safe lorsqu'il n'y a aucune menace ou lorsqu'il n'y a pas d'attaque ou pas de tension. C'est plus difficile de garder cette position de pays safe ou en tout cas de faire ressentir cette sécurité aux touristes et aux résidents qui sont sur place lorsqu'on est attaqué. Et pour le moment, moi en tant que résidente, je vais parler que pour moi, je ne parle pas au nom d'une communauté, chacun est libre de faire les vidéos qu'ils ont envie, chacun est libre de s'exprimer comme il le souhaite sur le sujet, mais pour le moment, cette sécurité, je la ressens et j'en suis assez satisfaite. Malgré les alertes, malgré les bombardements, malgré les missiles, malgré les drones, je ne m'inquiète pas pour ma vie et ça, c'est un luxe. C'est un luxe parce qu'il y a quand même beaucoup de pays en guerre dans le monde en ce moment. Et pour autant, j'ai un toit sur ma tête, j'ai la climatisation qui fonctionne, j'ai l'eau et l'électricité, je peux manger des repas chauds, je peux encore communiquer avec ma famille, je peux encore communiquer avec mes amis et mes clients, je peux encore faire des vidéos YouTube, je peux encore sortir dehors faire mes courses et il y a à manger dans les rayons des supermarchés. Je peux encore prendre la voiture et sortir me promener pour me vider la tête, tout en respectant les consignes de sécurité. Je peux encore visiter, je peux encore aller à la plage, je peux encore aller à la piscine. Et ça, c'est un luxe immense dans un pays qui est sous tension. Et donc cette sécurité-là, oui, je la ressens. Donc oui, cet aspect-là est particulièrement important et compte particulièrement au quotidien. On a donc des ressources. Les Émirats arabes unis assurent avoir entre 4 et 6 mois de ressources alimentaires et d'eau. Donc on a de l'eau et à manger pour les prochains mois. On n'est pas dans une phase de pénurie. Deuxième mesure qui a été mise en place, que j'ai adoptée, la préconisation du télétravail. Toute l'équipe est actuellement en télétravail. Alors pour les quelques clients qui ont eu besoin de récupérer leurs ID, qui ont eu besoin de récupérer leur passeport, on a pu se déplacer au bureau de manière sécurisée pour pouvoir leur remettre. Mais globalement,
on est en télétravail. Ensuite, les écoles, ont d'abord été en téléécole, si je peux appeler ça comme ça, et les Émirats arabes unis ont décidé de décaler les vacances scolaires pour qu'elles tombent maintenant. Alors ça a pas arrangé tout le monde parce que forcément, il y a des parents et des professeurs qui avaient fait des plans de vacances un petit peu différentes, mais l'idée, c'était, de s'assurer que les enfants soient en sécurité à la maison. Autre mesure qui me semble particulièrement remarquable pour le coup, parce que si je dois comparer d'autres pays, j'ai jamais vu ça avant, mais bon, je suis pas science infuse, hein, comme je le dis depuis le départ. L'émirat d'Abu Dhabi a décidé que pour tous les touristes qui étaient coincés dans les hôtels, qu'ils pouvaient prolonger, leur séjour et que ça serait aux frais de l'émirat d'Abu Dhabi. La demande se fait tout simplement, auprès d'une adresse email qui a été mise à disposition par l'administration, d'Abu Dhabi, leur service marketing. Si cette adresse email vous intéresse, demandez-la moi en commentaire parce qu'on n'est pas à l'heure que l'adresse email change et j'avoue que je la connais pas par cœur. Pour l'émirat, de Dubaï, pour le coup, la consigne, ça a été de ne pas laisser les gens dehors. Donc les hôtels ont consigne de prolonger les séjours sur demande. Par contre, ça reste à la charge des touristes. Mais les prix ne peuvent pas, ils ne doivent pas augmenter. De la même manière, dans les supermarchés, les denrées alimentaires ne doivent pas augmenter leurs tarifs et il y a également une usine spécialisée pour pouvoir dénoncer des augmentations tarifaires injustifiées. L'idée étant de permettre à tout le monde d'avoir accès aux ressources, d'avoir accès également à un toit, d'avoir accès à une sécurité. Donc il y a ce traitement-là qui est quand même particulièrement remarquable et le fait aussi qu'on ait un bouclier antimissile qui soit, particulièrement efficace. Les dégâts que vous avez pu voir, que ça soit sur l'hôtel du Fairmont à La Palme, alors je vous invite à aller voir les photos une fois que l'explosion est passée. Les dégâts sont minimes, que ça soit à la Marina sur la tour, 23 ou que ce soit la voiture qui ait pris, des dégâts à Al Barcha sur la route et qui malheureusement a coûté la vie à un conducteur. Ce sont des, débris. Alors qu'est-ce que j'entends par débris? Ce sont des missiles et des drones qui ont pu être interséqués, donc qui ont explosé et dont les débris forcément sont retombés sur des zones résidentielles ou sur des zones où des civils vivent, tout simplement parce que l'idée étant d'intercepter les missiles. Mais on ne peut pas contrôler, hein, on ne peut pas dire: «Ben voilà, je vais intercepter le missile au-dessus de telle zone», parce que l'idée c'est de l'intercepter. On ne peut pas se permettre de rater au dernier moment. Donc de la même manière, on ne choisit pas où on intercepte et les débris tombent là où ils doivent tomber, malheureusement, et c'est pour ça, principalement, qu'on doit se tenir en intérieur lorsqu'il y a des alertes, parce que s'il y a des débris missiles, il ne faut pas que ça tombe sur vous, sur les civils, sur les personnes qui vivent aux Émirats arabes unis. Donc ça, c'est un peu l'idée des mesures qui ont été mises en place. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que les gens puissent aussi s'informer, peut-être se rassurer. L'idée de cette vidéo, c'est pas de dire bah, tout est rose ou tout est noir, c'est tout simplement que ceux qui sont inquiets, peut-être pour des proches aux Émirats arabes unis, retrouvent un peu de réconfort, mais sans propagande sur le niveau de sécurité et que ceux qui sont sur place puissent y trouver aussi des réponses. Un autre élément qui aide à se sentir peut-être plus serein, c'est tout simplement pourquoi on entend toujours 3 explosions. Pourquoi on entend toujours 3 explosions aux Émirats arabes unis? Souvent, lorsqu'on entend boum, on va entendre 3 booms d'affilée. Tout simplement parce que le premier boom, c'est lorsque le missile d'interception est envoyé. Deuxième boom, c'est lorsque le missile d'interception atteint la vitesse d'à peu près 1000 km/h. Troisième boom, c'est le moment où le missile d'interception, a tapé l'autre missile ou a tapé le drone. Donc 3 booms d'affilée, ça ne veut pas dire 3 explosions, ça peut vouloir dire également une interception qui est réussie. Je voulais partager cette information parce que pour moi, c'est une information qui m'a quand même rassurée. Parce que quand on est enfermé chez soi avec, les rideaux fermés, les fenêtres fermées et qu'on ne doit pas regarder dehors, eh ben, on est bien content de savoir que 3 booms, ça peut être finalement le signe de quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Je vais passer à une autre question qui a été posée, tout simplement pour ceux qui souhaitent partir des Émirats arabes unis et je sais que c'est un sujet qui a pas fait particulièrement débat, que beaucoup de personnes en France semblent opposées à cette idée ou en tout cas celles qui ont une voix médiatique semblent être opposées à ce sujet, le rapatriement. Alors il faut savoir qu'il y a pas de rapatriement, systématique qui a été pour le moment ordonnée. Les personnes qui souhaitent rester aux Émirats arabes unis sont libres de rester en faisant preuve de prudence. Les personnes qui souhaitent partir sont libres de partir, sous réserve qu'effectivement elles aient une place dans l'avion. Alors comment ça se passe à ce niveau-là? Soit vous aviez déjà un billet d'avion et dans ce cas-là, peut-être que vous avez été coincé lors d'une escale, à l'aéroport directement. Vous aviez été alors
prioritaire pour repartir, reprendre un avion. Pour ceux qui étaient touristes ici aux Émirats arabes unis, vous avez la possibilité d'acheter des billets d'avion parce qu'il y a quelques vols qui sont assurés tous les jours vers les différentes destinations. Vous avez la possibilité d'acheter des vols pour pouvoir partir. J'ai checké rapidement tout à l'heure sur Internet. Un vol via Etihad Airlines vers la France, en économie, c'est à peu près 9000 dirhams, donc c'est l'équivalent d'à peu près 2000-2500 euros par personne. Et en business, c'est 50 000 dirhams, 10-12 000 euros par personne. Donc oui, les Français qui s'en vont des Émirats arabes unis payent leur billet d'avion et s'en vont avec un vrai billet d'avion. Et vous pouvez être opposé au fait que les gens rentrent, mais n'oubliez pas aussi que parmi ceux qui souhaitent rentrer, et je pense que c'est peut-être même la majorité des personnes qui souhaitent rentrer, c'est pas forcément des résidents. C'est aussi des gens qui sont touristes, parfois qui sont venus pour la première fois. Je le disais, des personnes âgées, parfois des parents qui sont venus rendre visite à leurs enfants ici à l'occasion du mois du Ramadan. Parfois, ce sont des familles avec des enfants qui ont peut-être des enfants qui ont peut-être plus peur que les parents. Et donc, c'est aussi des personnes qui ont le droit de vouloir repartir. Donc, il y a cette première voie-là de départ pour ceux qui veulent partir. Deuxième voie de départ, parce que je sais que ça inquiète certaines personnes de prendre l'avion depuis les Émirats arabes unis. Il faut savoir que la plupart des vols sont accompagnés d'un autre avion, d'un chasseur qui va les accompagner jusqu'à la frontière pour essayer, enfin, en tout cas, pour rendre le vol le plus sécurisé, le plus sécuritaire possible. Mais il y a aussi une autre voie, la voie, terrestre. Il est tout à fait possible de prendre sa voiture et de partir vers Oman. Oman, c'est un pays qui est assez neutre depuis le départ du conflit, qui a été attaqué qu'une seule fois et où les voies aériennes sont encore ouvertes. Alors, comment on fait pour partir vers Oman? Déjà, première chose, checker sa validité de visa. Si vous avez un passeport français, vous avez le droit de vous rendre à Oman. Si vous avez un Émirat salier, vous avez le droit de vous rendre à Oman. Donc déjà, regardez votre capacité à rentrer sur le territoire d'Oman. Deuxième chose, vous allez vouloir rentrer sur le territoire d'Oman. Comment vous faites? Soit vous prenez un bus depuis Dubaï vers la frontière d'Oman, que ça soit la frontière en haut ou la frontière la plus logique, c'est la frontière vers Qatta, qui est à quelques heures de l'aéroport de Mascate. Ou alors, vous pouvez prendre également un taxi jusqu'à la frontière. Donc, on va dire il y a trois vedettes. Si c'est votre propre voiture, vérifiez deux éléments. Si la voiture est actuellement sous crédit auprès d'une banque, il faut savoir qu'il vous faudra un NOC, un certificat de non-objection de la part de votre banque pour que la voiture puisse quitter le territoire. Tout simplement parce que lorsqu'on a un crédit sur une voiture, la voiture appartient totalement ou partiellement à la banque. Si vous n'obtenez pas ce crédit, vous pouvez passer à l'option numéro 2 que je vais détailler juste après. Deuxième point de vigilance, est-ce que vous avez une assurance voiture qui couvre pour Oman? Si oui, tant mieux, vous pouvez passer à la frontière. Sinon, vous pouvez acheter une option pour l'assurance voiture directement à la frontière, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Aux dernières nouvelles, cette option coûte à peu près 150-200 dirhams, donc à peu près entre 30 et 50 euros. Une fois que vous êtes arrivé à la frontière d'Oman, si vous êtes en votre propre voiture, vous pouvez passer en voiture. Sinon, vous pouvez également passer la frontière à pied. Ou vous pouvez également prendre les taxis. Il y a des taxis, pas de Dubaï, hein, des taxis omanais qui sont à la frontière, qui attendent les personnes qui veulent partir pour vous prendre et vous emmener à l'aéroport de Mascate. À savoir que j'ai vérifié, il n'y a pas du tout de bouchon à la frontière d'Oman. Venez quelques heures en avance quand même pour régler les problèmes potentiels de visa, d'assurance voiture, et puis pour pouvoir faire le trajet jusqu'à l'aéroport de Mascate et arriver en avance pour prendre votre vol parce qu'il faut toujours arriver 3 heures en avance pour prendre votre vol. On a entendu parler également des personnes qui se font affecter des jets privés, mais ça c'est un autre sujet qui demande bien plus de fonds. Mais il y a des possibilités de quitter le territoire en toute sécurité et on n'est pas bloqué sur le territoire. Si moi à ce jour je suis encore sur place, c'est tout simplement parce que je me sens encore en sécurité. Et ça me vient à une autre question que j'ai reçue et pour laquelle j'ai été sollicitée par un journaliste du Parisien et une autre personne qui parle beaucoup des influenceurs à Dubaï pour me poser la question suivante. Est-ce que les influenceurs aux Émirats arabes unis ont été incités ou payés pour donner des informations positives sur le pays? Alors, ma réponse, je vous la donne, hein, c'est tout simplement non. Les influenceurs aux Émirats arabes unis n'ont pas été payés pour diffuser des informations sur la sécurité du territoire. Alors, première chose qui peut expliquer ce changement de communication, tout simplement parce que, oui, le premier week-end où, le conflit a éclaté, on n'était pas préparé. On n'était pas préparé psychologiquement, on n'était pas préparé du tout à ce que ce conflit arrive et donc beaucoup de personnes ont pris vraiment peur, ils se sont vraiment inquiétés.
comme je vous le dis, c'est totalement à juste titre, ils se sont mis à paniquer. C'est vrai qu'avec les jours qui passent, soit on a la tendance à s'accoutumer, la vie elle a repris un cours assez normal et donc l'inquiétude forcément c'est moins reflété sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est la première cause. Deuxième chose, qui a beaucoup interrogé notamment les journalistes, c'est, la trend autour de, bah, on stand with Dubaï, on a choisi Dubaï, on se sent en sécurité et je pense que, c'est pas un message pour lequel on a été payé, hein. C'est tout simplement parce que quand on est dans un pays où il y a des bombardements et où, le pays en question envoie des missiles d'interception et met beaucoup d'argent sur la table ou met toutes ses ressources aussi sur la table pour nous protéger et nous protéger avec notre famille, on a une espèce de gratitude peut-être qu'on a envie de témoigner et ça je pense que c'est humain et je pense que ça va dans le bon sens de se dire on est protégé par un pays qui est peut-être pas le nôtre parce qu'on n'a pas le passeport de ce pays-là et on exprime une certaine gratitude, vis-à-vis de cette protection qu'on a reçue et de cette protection qu'on continue de recevoir. Donc je pense que c'est, normal qu'il y ait ce type de vidéo-là et puis après le deuxième aspect qui joue, c'est plus le côté vue. Plus on parle et moi j'ai fait le choix de pas trop parler de ce conflit, jusqu'à présent, plus on parle de ce conflit, plus on, se met dans les trends, plus on alimente finalement les réseaux sociaux par ce qu'ils ont envie de voir, plus le compte va augmenter, plus notre compte va augmenter en termes de vues, en termes de followers. Et donc, ça peut être aussi une stratégie de communication, une stratégie de marketing. Et ensuite, la troisième chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'influenceurs qui se mettent en scène dans leur vie au quotidien et plus il leur arrive des choses, plus leur audience est captivée, un petit peu comme les séries Netflix. Et donc, plus ils ont intérêt à mettre en avant les, galères de leur vie, le quotidien, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent et ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai jamais, ressenti le besoin de faire, de partager une vie personnelle, mais c'est leur quotidien et donc forcément, bah, quand on a l'habitude de tout partager, je pense qu'on partage également, ses pensées à ce sujet, mais non, on n'a pas été payé. S'agissant de la communication, j'ai du mal. Y a-t-il des choses qu'on a le droit de dire et des choses qu'on n'a pas le droit de dire aux Émirats arabes unis? On a une liberté de communication sur le conflit et les tensions. Néanmoins, on n'a pas le droit de propager de fausses rumeurs, ce qui paraît assez finalement normal. On n'a pas le droit de partager de fausses vidéos. L'idée, c'est de ne pas créer une panique générale. Et donc, oui, si on publie des vidéos générées par l'IA, comme j'ai pu en voir où une Burj Khalifa s'effondre, on risque au moins 2 ans de prison et 200 000 dirhams d'amende, donc à peu près 45 000, 50 000 euros d'amende si on propage des éléments qui sont faux. Par contre, on a le droit de partager du contenu qui, s'appuie sur des éléments de, vérité et des contenus où on s'exprime en toute transparence. Bah, comme la vidéo que je suis en train de vous faire. Petit garde-fou qui est important, on est encouragé à ne pas poster de vidéos sur les missiles, sur les interceptions et sur leur localisation. Tout simplement parce que poster des vidéos avec les localisations et où est-ce que le missile est arrivé, où est-ce que le drone est arrivé, c'est un donner des informations qui peuvent être utiles pour améliorer les coordonnées de lancement d'un missile ou d'un drone, parce que ce n'est pas très précis. Et qui dit pas précis dit que plus on a d'éléments pour améliorer la précision, plus on pourra toucher la target en question. Et la deuxième chose, c'est pour éviter que ceux qui envoient des missiles puissent par triangulation trouver d'où sont envoyés les missiles d'interception et ne puissent pas du coup taper dans les launchers des missiles d'interception. Donc en fait, ça, c'est on doit éviter de montrer finalement, c'est des choses qui sont à éviter vis-à-vis de notre sécurité. Enfin, je vais terminer cette vidéo par ce qui nous concerne au quotidien, ce qui concerne mon métier. Pour rappel, du coup, j'accompagne des entrepreneurs à s'installer aux Émirats arabes unis, eux, leurs employés et leurs familles. Et donc, quel est l'impact de ce conflit sur le business aux Émirats arabes unis? Alors, l'impact du conflit, il n'est pas tout à fait clair et je ne peux pas tout à fait en tirer des conséquences pour le moment parce que c'est encore trop tôt et c'est encore trop peu long finalement comme conflit pour que tout le monde soit touché négativement, on va dire. Donc premier élément à savoir, c'est que oui, on peut encore créer des sociétés aux Émirats arabes unis. Oui, on peut encore demander des visas résidents. Je vais prendre un exemple, on a eu un conflit, le conflit a démarré ce week-end. J'ai un client qui était venu sur place le vendredi juste avant, pas de chance, mais pour autant, on a pu faire sa licence en société, une société mainland, donc on a fait sa licence lundi, pré-approbation de la société, réservation d'une autre société, les jarrets,
donc bureau virtuel et la licence en une journée. Donc on a fait ça le lundi. Le mercredi matin, on a eu son establishment card. Le mercredi soir, on a fait son visa résident, avec le visa qui a été approuvé. Le jeudi, on a fait la visite médicale VIP 30 minutes. Le jeudi après-midi, on a pu faire ses prises d'empreintes et le vendredi, on a eu la validation de son visa, le stamping du visa, le papier rose, ce qui lui a permis de pouvoir repartir, même si l'émirat saoudi n'est pas encore arrivé, puis on fera le compte plus tard. On peut encore faire des sociétés, on peut encore faire des visas résidents. Il est vrai que dans certaines immigrations, les visas sont plus longs. Les stampings sont un petit peu plus loin à obtenir, mais c'est pas le cas de toutes les administrations et c'est pas le cas de tous les types de sociétés. Mais en tout cas, tout est tout à fait possible. Maintenant, si je dois prédire l'avenir, ce qui est je suis pas du tout une voyante ou quoi que ce soit. Si je dois prédire l'avenir par rapport à mes expériences précédentes, parce qu'il faut savoir qu'ici, moi, ça fait un peu plus de 8 ans que je suis ici aux Émirats. J'ai vécu la migration de certaines administrations, qui a été assez terrible en termes d'organisation. J'ai vécu également le Covid aux Émirats arabes unis et la fin de pas mal de business ici aux Émirats et la renaissance de beaucoup. J'ai vécu la pluie des Émirats arabes unis. Petite parenthèse, pour le moment, à ce jour, il y a moins de dégâts d'infrastructures dus au conflit que dus à la pluie. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, je crois il y a 2 ans. Et maintenant, je vis ce conflit. Et donc, ce que je peux dire des Émirats arabes unis, c'est que oui, à chaque fois qu'il y a ce type d'imprévu, plus ou moins grave. Là, on est quand même sur quelque chose qui est particulièrement grave parce que ça peut porter atteinte à des vies humaines et heureusement, jusqu'à présent, on est sur moins d'une dizaine de blessés, et moins d'une dizaine de morts dans un conflit d'une dizaine de jours où il y a eu plus de 1 200 drones et plus de 100 missiles. Donc c'est, triste, mais ça reste, entre guillemets, «acceptable», même si ça sera jamais acceptable pour leur famille, pour leurs proches. Mais on reste dans un conflit qui finalement n'a pas impacté les structures, les infrastructures aux Émirats arabes unis. Il y a des sociétés ici aux Émirats qui vont fermer, ça c'est sûr et certain. Et les sociétés qui vont être les plus impactées, ici, ça va être les sociétés les moins utiles. Je pense par exemple à mes clients qui sont dans le domaine peut-être de l'esthétique. Personnes qui vont être sur des domaines qui sont considérés de seconde nécessité. Donc oui, il va y avoir des business qui sont particulièrement touchés. J'ai vu des grosses réductions à ce sujet-là, du moins 50% des services qui sont offerts. Ça montre aussi la façon dont les entrepreneurs aux Émirats, ils ont une capacité extraordinaire à s'adapter à toute situation. Les business qui sont autour de l'événementiel, parce que oui, il y a beaucoup moins d'événements, parce que, tout ce qui va être organisation d'anniversaire, de mariage et cetera, les gens en parlent un petit peu moins, mais ça reste très temporaire. Les restaurants, alors sont encore plutôt pleins en vrai, mais certains restaurants, surtout ceux qui sont un petit peu éloignés des zones centrales, ont tendance à fermer le soir parce qu'il y a peut-être pas assez de clients pour opérer. Donc il y a quelques business qui vont être touchés, mais il y a aussi beaucoup de business qui deviennent assez florissants. À ma surprise, hein, pas mal de personnes qui cherchent à acheter, tout comme pas mal de personnes qui cherchent à vendre. Donc le marché de l'immobilier reste très dynamique et il y a des personnes qui sont en train de faire alors s'il y a de l'argent en cash, hein, et si on est confiant dans l'avenir de tout ça, il y a des coûts à faire à ce moment-là et ça tout le monde le savait, hein. Beaucoup d'investisseurs savent il y aurait des coûts à faire au moment où le marché va descendre un petit peu. Le business, il y a pas mal de gens qui ouvrent leur société, mine de rien, parce qu'ils savent ils ont retenu des années précédentes et des événements précédents, que souvent, lorsqu'il y a une crise, les petits disparaissent et des nouvelles, places sur le marché se créent. Quand je dis les petits disparaissent, ça, c'est ce que j'ai pu voir pendant le covid. J'ai pu le voir pendant la pluie et c'est pour ça aussi, je dis toujours: «Passez par une agence de création de société sérieuse», tout simplement parce que les individus qui prennent peur, ils s'en vont et c'est en tant qu'agence, j'ai sous ma responsabilité plus de 20 personnes qui, doivent recevoir un salaire de ma part, qui doivent payer pour leur famille, un loyer, de la nourriture et cetera et donc je me permettrai jamais de quitter le navire, de laisser mes clients, de laisser, les employés, de laisser des familles, sans ressources et donc je serai là pour faire vos sociétés et vos visas résidents et vous pouvez tout à fait commencer votre société maintenant et dire enfin, votre visa résident plus tard. C'est pas un sujet ça et on a les options pour les ouvertures de compte bancaire international pour que vous puissiez, quand même encaisser. On a des options également pour ceux qui veulent venir faire leur visa, puisqu'on peut venir sur le territoire des Émirats et vous pouvez venir vous installer. Il y en a qui ont profité de ce moment aussi pour avoir des loyers moins chers
pour s'installer. Donc il y a aussi des opportunistes, hein, dans toute cette histoire qui, savent saisir les occasions. Au-delà de ce type de business, tous les business, qui sont autour de l'alimentaire, supermarché, tous les business autour de la logistique, le transport de personnes, c'est en train d'évoluer très positivement parce que les gens en ont besoin et de ce que je peux tirer de mon expérience personnelle, c'est que une fois que la, vie aura repris son cours, normal, totalement normal, sans alerte sur le téléphone, les gens ont tendance à vouloir fêter, à célébrer, ont tendance à vouloir consommer bien plus, a tendance à vouloir finalement fêter la vie et donc je ne doute pas que les personnes qui seront en place à ce moment-là, vont profiter d'un afflux de consommateurs qui en auront eu marre d'être chez eux, d'être confinés, d'être peut-être dans le noir derrière des rideaux fermés et qui auront envie de profiter, bah, encore du soleil et de profiter des sorties et de profiter, bah, de la vie à Dubaï tout simplement. La vie à Dubaï n'est pas du tout arrêtée. Et les gens continuent à s'installer, les business continuent d'ouvrir, les gens continuent à faire des visas résidents. Donc les gens continuent à s'installer et il y a même, étonnamment, il y a les médias, UK britanniques, qui en parlent. Il y a aussi des personnes qui payent très cher leur retour à Dubaï parce qu'ils ne veulent pas payer, de taxes, ils ne veulent pas être requalifiés résident fiscal, dans leur pays d'origine, ils préfèrent être à Dubaï. Puis Dubaï, souvent appelé paradis fiscal, mais bon, on paye quand même beaucoup de choses, c'est ce que beaucoup de gens ne se figurent pas. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus tard sur tout ce qu'on paye aux Émirats arabes unis, je vous la ferai. Si on est à Dubaï, c'est par choix et c'est un choix de, savoir où est-ce qu'on met ses sous. Donc oui, on ne paye pas forcément d'impôts sur les revenus. On paye des impôts sur les sociétés, on ne paye pas d'impôts sur les revenus, mais on paye plein d'autres services et ce qu'on met pas comme argent dans les impôts, on va le mettre dans les services qu'on va utiliser, donc on paye ce qu'on utilise. Ça reste une vie à des charges. L'idée étant que, si je peux vous rassurer, la vie ici aux Émirats est totalement normale. Il y a des gens qui n'attendent que la fin du conflit pour revenir, mais si les Émirats arabes unis sortent de cette crise de cette manière-là, c'est-à-dire en se défendant, en n'attaquant pas, en sortir, on va dire, la tête très haute, que leur aspect, le caractère sécurité du pays va être renforcé, que le caractère vivable aussi du pays va être renforcé. Donc on va se sentir peut-être beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus de monde qui veuille venir aux Émirats arabes unis et je pense les Émirats peuvent s'en sortir très haut la main sur cet aspect-là. Bien évidemment, si ça va mieux. Oui, psychologiquement, peut-être qu'on aura, tous besoin d'avoir toujours des bouteilles d'eau chez soi et un petit peu à manger en conserve à la maison. Mais pour le moment, je préfère rester, positive. Si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que vraiment, je lis ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous ferai des vidéos à ce sujet. Je vous ferai, pas des points journaliers parce que pareil, je suis pas reporter, je suis pas journaliste. Je vous parle de ma vie à moi en tant que résidente et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous encourage à rester le plus safe possible. Si vous avez besoin de partir, soyez libre de partir, ne vous sentez pas jugé. Si vous avez envie de rester, pareil, restez. Si c'est ce pays-là qui vous a accueilli et que dans lequel vous vous sentez bien et que vous vous sentez en sécurité, ne vous laissez pas dicter ce que vous devez faire ou vous ne devez pas faire. Faut agir en âme et conscience. Personne n'a vécu cette situation-là auparavant. Personne ne mérite parfois d'être jugé pour les aléas de la vie et pour ce qu'elle nous apporte ou ce qu'elle nous apporte pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.